Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Et on commence avec cette bonne nouvelle. Depuis ce lundi 1er décembre, tous les fauteuils roulants sont enfin accessibles à tous. L'occasion, cette veille de Journée mondiale du handicap, de faire un point d'étape sur l'état de l'école et des personnes en situation de handicap. On en parle avec nos invités en première partie de cette émission. Le coffre au trésor, un fantasme qui traverse les générations et qui peut même avoir une vocation ludique. C'est le projet Ikiro. On va en parler en seconde partie. Dans sa chronique, Emma Ferret nous emmène en Italie, où le procès d'une famille divise le pays et pose évidemment des questions philosophiques. Mais tout de suite, place à l'actu d'éducation avec Emma. Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On démarre ce journal avec une situation plus que tendue dans l'académie de Reims qui manque cruellement de budget. Oui, 19 professeurs contractuels étaient en poste dans l'académie, mais leur contrat s'est terminé en début de semaine. Or, il reste 3 semaines de cours et les heures d'enseignement qu'ils assuraient vont donc être perdues. Une situation à laquelle réagissait Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU. Elle était au micro d'Anne-Sophie Lapix sur RTL. Oui, tout à fait. En l'état actuel des choses, ça veut dire que des élèves ne vont pas avoir cours de français, d'anglais, de mathématiques ou d'autres disciplines à partir d'aujourd'hui et certainement jusqu'aux vacances de Noël. Donc ça fait quand même 3 semaines de cours. On parle pour certaines situations de classe à examen, de classe de terminale, avec parfois des enseignements de spécialité, donc qui comptent très lourd dans le baccalauréat. Et on voit bien que faute de budget, parce que l'éducation nationale est à l'os, et ces élèves ne vont pas avoir ces heures de cours. C'est assez révélateur de la situation de l'éducation nationale et budgétaire et c'est surtout scandaleux pour les élèves et nos collègues. Sophie Vénétité, qui comme d'autres représentants des organisations syndicales des enseignants, a été mobilisée dans la rue aujourd'hui. Mobilisation partout en France alors que le projet de loi de sécurité sociale revient à l'Assemblée nationale. Oui, 150 rassemblements et cortèges partout dans le pays en cette journée, mais peu d'impact sur les transports ou encore dans les écoles. Dans ce contexte, ce midi, l'État français a été condamné pour avoir tardé à mettre en place les cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et le budget, il en est aussi question pour Noël. Le budget des familles, le pouvoir d'achat des familles devrait être impacté. Et 7 parents sur 10 devraient rogner sur leurs dépenses de ménage afin de pouvoir offrir des cadeaux à leurs enfants. C'est ce que dit le baromètre IFOP pour dons solidaires dévoilé ce matin par RMC. Ils sont 36% à couper dans les dépenses loisirs comme le cinéma ou les restaurants, 21% sur le budget vacances. Et puis là, un peu plus alarmant, 10% de dépenses en moins dans le budget d'alimentation du foyer. L'inflation a beau marquer le pas, l'inquiétude des Français quant à l'économie, elle, persiste. Alors parmi ces parents, ils sont plus de la moitié à se dire honteux de ne pas pouvoir offrir suffisamment de cadeaux à Noël à leurs enfants. Au niveau judiciaire, un attentat projeté par 2 adolescents a été démantelé. Oui, tous les 2 écroués par le parquet de Paris. Ces jeunes âgés de 16 ans sont mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. Des attentats à caractère notamment antisémite. Selon une source de l'enquête, ils sont suspectés de l'élaboration d'un projet d'action violente visant des cibles israélites ainsi que d'adhésion à l'idéologie de l'État islamique et en cause des messages retrouvés dans des boucles WhatsApp réunissant des partisans de Daesh. Alors, l'un de ces adolescents est un Tchétchène radicalisé, fan de vidéos ultra-violentes et résident dans la région de Strasbourg. Son complice est un jeune Français de région parisienne. On poursuit ce journal avec une affaire. Des policiers municipaux ont été appelés en renfort pour rétablir le silence dans une cantine scolaire. Oui, vous vous souvenez peut-être du brouhaha dans le réfectoire de la cantine. Et bien là, apparemment, le niveau était tel que le maire de Nogent-le-Roi, en Eure-et-Loir, est venu à appeler la police pour une école maternelle primaire. Des enfants alors accueillis par les agents municipaux et des membres des forces de l'ordre. Alors la surprise, elle était au rendez-vous pour cet élève. On va l'écouter au micro de Léna Ménager pour RTL. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font là? Et il y avait une policière qui disait qu'elle est furieuse de devoir venir à la cantine, que c'est pas normal que vous n'écoutez pas les dames de cantine et que vous n'êtes pas en rang quand on retourne à l'école. Ça fait peur ou pas? Ah oui, un peu. Pour cette mère de famille, en revanche, elle attendait ses enfants devant l'école. C'est tout simplement du grand n'importe quoi. Non, bien sûr que c'est choquant, mais parce qu'ils sont venus en mode cow-boy pour faire la loi auprès des enfants qui ont 2 ans et demi encore, ils n'ont pas encore 3 ans en petite section, ils n'ont pas de jeu, rien du tout, on ne peut pas leur demander de rester assis droit sans faire le moindre bruit, c'est complètement impossible. Alors le maire de la commune insiste, ce n'est qu'une mesure de sécurité pour les personnels de cantine.
Et enfin, le parc Astérix va se mettre à la langue de Goethe. Oui, c'est l'annonce de la Compagnie des Alpes ce matin. Une mutation graduelle d'un de leurs parcs, celui de Bellantis, situé dans l'est de l'Allemagne. Une transformation qui va commencer par une zone dédiée à Idéfix, le chien star des Gaulois. Et elle devrait être inaugurée dès le printemps 2026. Alors, en revanche, il faudra s'en contenter pour le moment, puisque la transformation définitive du parc ne devrait avoir lieu qu'à l'horizon 2030-2031. Alors, en revanche, si les héros Astérix, Obélix et donc Idéfix gardent leur nom français, il y a quelques petites modifications à prévoir. À bras raccourcis, le chef du village devient Majestix. Le doyen du village, âgé canonique, sera désormais Methusalix. Et Panoramix, le fameux, le druide, quant à lui, est rebaptisé Miraculix. Voilà. Il faut savoir que l'Allemagne est le deuxième pays consommateur des bandes dessinées de Goscinny et Uderzo, derrière la France évidemment. On s'y retrouve avec Miraculix et Majestix. Merci beaucoup Emma. L'inclusion scolaire et la question des AESH, un point clé du budget de l'État, alors que les avancées se font toujours attendre, évidemment, du côté de l'éducation. En cette fin d'année 2025, où en est la situation de l'école face au handicap? On en parle avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Sébastien Le Goff. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président du groupe Polyhandicap France, directeur général de l'association Les Tout-Petits. Jean-Marc Marx, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national de la CFDT, éducation, formation, recherche publique, en charge du dossier sur l'école inclusive. L'école inclusive, évidemment, on va y venir, c'est un grand sujet, un sujet dont on parle beaucoup ici dans le Grand JT, vous le savez. Mais avant cela, l'actu, bien évidemment, c'est la bonne nouvelle. Une des bonnes nouvelles, tous les fauteuils roulants, quels qu'ils soient, seront intégralement pris en charge par l'assurance maladie. Ça veut dire un accès à tous. C'était une promesse présidentielle qui date de 2023. Elle a été respectée par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une première européenne? En tout cas, est-ce que vous le savez de votre côté, Sébastien Le Goff? Ah oui, en effet, c'est une première européenne. Ça a été réannoncé et réaffirmé au moment de la CNH, le Comité national du handicap. On est ravis. Alors, APF France Handicap a énormément porté à cette mesure-là. Donc, on est vraiment ravis que cette mesure puisse se mettre en place, puisqu'il y a des milliers de personnes qui vont pouvoir avoir enfin accès à un fauteuil. Il faut savoir qu'un fauteuil, c'est quand même le prolongement de soi-même quand on est en situation de handicap. C'est ses jambes quand on n'en a pas. Et pour ça, c'est vraiment une chose assez exceptionnelle. Alors pour nous, c'est quand même exceptionnel, mais ça reste un petit pas. C'est pas encore finalisé. C'est-à-dire qu'un fauteuil roulant, c'est très bien, mais ça vient avec la notion d'accessibilité. Évidemment, l'accessibilité, la mobilité de manière générale. Juste pour se rendre compte, ça touche combien de personnes en France à peu près? Alors pour le coup, je ne pourrais pas vous dire, mais ça touche des milliers de personnes qui sont aujourd'hui sans solution, c'est-à-dire sans fauteuil roulant. Oui, exactement. Reconnaître effectivement ce besoin, qui est un besoin premier, c'est reconnaître un droit fondamental, en fait, le droit à la mobilité. Alors, reconnaître ce droit-là, oui, en effet, vous avez tout à fait raison, mais c'est surtout reconnaître la personne dans son intégralité. Sachant que quand on est en situation de handicap et qu'on a besoin d'un fauteuil, on a besoin de mobilité, et que cette mobilité, elle est quand même nécessaire. Ce fauteuil, il est indispensable. Un coût à assumer effectivement auparavant par les personnes justement qui étaient concernées par le handicap et qui ne sera plus le cas. On est d'accord que ça touche tous les fauteuils roulants, quels qu'ils soient, que ce soit effectivement dans le sport, des fauteuils mécaniques, électriques. Normalement, ça touche tous les fauteuils roulants, pour tout le monde, quel que soit le type de handicap. Sans avance de frais, sans reste à charge. Sans avance de frais, sans reste à charge. Bon, une réaction peut-être pour vous, Jean-Marc Marx. Forcément, une mesure appréciée et largement normale dans la mesure où effectivement pour tout, je pense en particulier à tous les élèves qui fréquentent nos écoles et qui ont des problèmes on a besoin d'avoir un fauteuil roulant, c'est indispensable pour pouvoir être en capacité de se déplacer. Ça paraît être le premier élément indispensable pour pouvoir avoir un moyen de participer notamment à l'école, en fait. Bien entendu, et pour autant, on est en 2025 et c'est quand même que maintenant que cela arrive. Et vous le disiez, ce n'est qu'une étape face effectivement à une multitude de choses. Et si je peux me permettre, quand on parle de fauteuil, maintenant je parle d'accessibilité. Et avoir un fauteuil roulant gratuit, c'est bien.
Mais quand on n'a pas les trottoirs adaptés, c'est compliqué. Quand on va dans une école et qu'il y a encore des marches, même si le fauteuil est gratuit, ça ne permettra pas la scolarité. Quand on va à l'université, quand on va dans un emploi, même si son fauteuil est gratuit, ça ne permettra pas l'accessibilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, vous déplorez le fait que les infrastructures, tout ce qui est périphérique finalement à l'organisation de la vie n'est pas encore adapté. Je salue pleinement cette mesure du fauteuil roulant électrique, gratuit, pardon. Oui. Pour autant, aujourd'hui, l'infrastructure n'est toujours pas adaptée. Et ça, comment vous l'expliquez aujourd'hui ? Je pense qu'on est très en retard en France. On est très en retard sur la notion de l'inclusion. Alors l'inclusion, c'est un grand mot qui est assez compliqué pour moi, puisque quand on parle au niveau médical, l'inclusion, c'est quand même introduire de force un corps étranger dans notre corps. Je ne suis pas sûr que le handicap, on soit obligé de l'introduire de force. Par contre, adapter le champ des politiques publiques, adapter les trottoirs, adapter l'école, adapter l'emploi au handicap, là, ça devient beaucoup plus important et il n'y a pas encore une politique assez forte et porteuse qui permet aujourd'hui de faire en sorte que des personnes en situation de handicap, qui plus est en fauteuil roulant, puissent se mouvoir dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. On l'a dit, le fauteuil roulant, donc 2025, entièrement gratuit 2025. La loi handicap, elle date d'il y a 20 ans quand même. 20 ans, oui. 20 ans, 2005. En 20 ans, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme avancée aujourd'hui, Jean-Marc Marx ? Disons que sur la question de l'accessibilité physique des bâtiments scolaires en particulier, ça reste toujours un sujet à plein d'endroits. Mais après, voilà, il y a tout le travail qui a été mené depuis 20 ans pour favoriser la scolarisation des élèves en situation de handicap. On a quand même sur un développement très fort avec toutes les limites qu'il peut encore avoir, mais on a quand même plus de 500 000 élèves aujourd'hui qui sont scolarisés avec une reconnaissance d'être élèves en situation de handicap. Et un fort développement avec, y compris dans les années récentes, un développement qui continue à progresser avec de plus en plus d'élèves en situation de handicap qui sont en inclusion dans nos écoles. Pour l'UNAPI, qui est donc une des principales associations dans le secteur du handicap, mais notamment intellectuel principalement, moteur aussi, mais surtout handicap intellectuel, le chiffre de près de 50 000 élèves sans accompagnement est réel, et c'est que la partie immergée de l'iceberg. J'aimerais une réaction. Aujourd'hui, c'est une très belle avancée, mais en fait, il y a quand même 13% des enfants en situation de handicap qui n'ont pas du tout accès à la scolarité. Il y a 38% des enfants qui sont en situation de handicap qui n'ont accès à la scolarité de façon que partielle. Quand je dis partielle, c'est 1 heure, 2 heures par semaine, et encore quand tout va bien et qui sont suivis par un établissement médico-social ou par un CESAD. Donc je pense qu'en effet, il y a eu des grandes avancées depuis 2005, puisque vous l'avez dit, aujourd'hui on est en 2025 et il y a des milliers d'enfants qui peuvent aller à l'école. Pour autant, on reste quand même un peu, pour moi, très très en retard sur la notion de la scolarité, qui est loin d'être satisfaisante, et on peut pas se satisfaire encore de se dire qu'on a 38% des élèves en situation de handicap qui n'ont qu'1 ou 2 heures de scolarité. Je comprends tout à fait votre point de vue en tant que président d'association, et puis des familles qui sont concernées, et puis des élèves. Enfin, évidemment, c'est sûrement pas satisfaisant, mais en même temps, nous, on voit bien que du côté de l'école inclusive, pour schématiser, il y a des difficultés importantes pour accueillir tous les élèves qui sont déjà accueillis, et donc le sujet, c'est de savoir est-ce que simplement on essaye d'augmenter le nombre d'élèves qui sont en inclusion, ou est-ce qu'on se donne les moyens de faire en sorte que ces inclusions se passent bien pour les élèves, pour les accompagnants, pour l'ensemble des personnes qui sont en charge de la réussite de la politique d'inclusion. Pour nous, c'est ça un sujet qui est aussi très important. C'est une vraie question que vous posez et qu'on ne pose pas souvent lorsqu'on parle de handicap, parce que finalement, il y a beaucoup de dispositifs qui existent aujourd'hui. Évidemment, les dispositifs Ulysse, ou encore je crois qu'on appelle ça les PAS, en tout cas PAS pour les pôles d'appui à la scolarité, ou les IME. Est-ce qu'on a je pose la question, est-ce que ce n'est pas une compensation, finalement, ces structures-là, ces dispositifs-là, au manque réel de l'inclusion, finalement, plutôt qu'une véritable inclusion qui devrait se faire en classe ordinaire? C'est un vrai débat, peut-être presque philosophique, mais je dirais quand même qu'on aborde ce sujet. Aujourd'hui, en France, on est quand même les champions du millefeuille des dispositifs. Donc en effet, général, on peut le dire dans tout, je crois. Mais, en tout cas dans la scolarité, ou en tout cas dans le secteur du handicap et du grand âge, même, on est quand même dans une superposition de millefeuilles de dispositifs qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres et qui mettent pour moi un système en effet de compensation
par rapport aux enfants qui sont en situation de handicap et qui ne permet pas une inclusion réelle et totale. Quand je dis une inclusion réelle et totale, c'est pas forcément l'accessibilité à la scolarisation, mais c'est l'accessibilité aux apprentissages. Il y a une vraie différence pour moi. Il y a beaucoup d'enfants qui sont l'angle mort des politiques publiques, qui sont les enfants les plus vulnérables et qui n'ont pas accès à l'école parce qu'ils sont extrêmement vulnérables, parce que très médicalisés. Pour autant, ils doivent avoir accès aux apprentissages. Et c'est aussi à l'école de pouvoir aller dans les établissements. Donc, si je vous suis, c'est pas tant une affaire de lieu, c'est-à-dire quand je parle des ULIS, des PASS, des IME, etc., mais davantage, effectivement, de ces apprentissages qui ne vont pas vers ces enfants. C'est peut-être ça, non, Jean-Marc Marx? Alors, c'est sûrement la difficulté, mais nous, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir des enfants qui, par exemple, ont des notifications pour être dans des établissements médico-sociaux et puis qui, en fait, sont dans des classes dites ordinaires et où on se rend bien compte que le simple travail qui est fait par les enseignants, par les AESH sur l'accompagnement dans les apprentissages sur le plan purement pédagogique n'est pas suffisant en termes d'accompagnement pour ces enfants. Et donc, il y a pas mal de difficultés. Et nous, on prendrait plutôt le problème à l'envers, c'est qu'on considère qu'on a des élèves dans nos classes qui pourraient mieux réussir et puis être plus en situation d'accéder aux apprentissages s'ils pouvaient avoir tous les accompagnements dont ils ont besoin. Et puis, je parle en particulier d'accompagnement type éducatif, parce qu'un enfant qui est scolarisé dans un IME, il a 3 dimensions dans son suivi. Il y a un suivi dans les apprentissages, il y a un suivi thérapeutique souvent, et puis il y a un suivi éducatif. Or, quand ils sont dans des classes dites ordinaires, souvent le seul accompagnement auquel ils ont vraiment accès, c'est celui de l'enseignant, de l'AESH. C'est surtout de l'accompagnement sur les apprentissages. Et il y a des dimensions qui manquent. Or, ils devraient pouvoir bénéficier exactement du même accompagnement que celui qu'ils auraient s'ils étaient dans la préconisation initiale de la MDPH. Et il y a des choses que nous ne savons pas faire et vis-à-vis desquelles, là je parle au nom des enseignants, des AESH, on est en difficulté alors qu'il y aurait sans doute besoin d'avoir un apport extérieur, je pense en particulier à des professionnels du médico-social qui pourraient nous donner des éléments pour pouvoir mieux travailler avec ces élèves et faire en sorte qu'ils se sentent mieux à l'école, qu'ils soient en situation de progresser dans les apprentissages mais aussi dans leur socialisation et que les collègues et les classes rencontrent moins de difficultés parce que souvent c'est source de problèmes. Évidemment. Des équipes mobiles d'appui médico-social à la scolarisation, EMAS, ont été déployées sur tous les départements. Est-ce que ça veut dire que réellement ce n'est pas effectif en fait? C'est démago ou en tout cas voté mais pas du tout finalement mis en place? Ou est-ce qu'il y a un manque de communication sur le sujet et qu'on est désinformé? Un peu des deux. Un peu des deux. Je pense qu'on est désinformé. Je pense que c'est assez démago dans le sens où aujourd'hui, réellement, c'est pas complètement mis en place. Pourquoi c'est pas mis en place? Parce que ça sous-entend des mesures de ressources humaines. Aussi bien dans le cadre des médico-sociales que dans le cadre de l'éducation nationale. Et on voit à quel point aujourd'hui, que ce soit le secteur de la santé ou le secteur de l'éducation nationale, on est bien en peine de trouver des professionnels qui soient formés, qu'on puisse former pour accueillir les personnes les plus vulnérables. Donc en effet, c'est des dispositifs qui existent, comme ce que je disais tout à l'heure, un millefeuille de dispositifs pour autant qu'ils ne sont pas... Alors, les AESH, parlons-en, parce que c'est un vrai sujet ici, on en parle très souvent, on va en reparler encore maintenant. Accompagnant des enfants en situation de handicap, on les appelait les AVS à l'époque, ils sont évidemment essentiels à l'apprentissage des enfants, essentiels aussi pour les profs. Vous êtes professeur, monsieur? Oui, je suis professeur des écoles, oui. Oui, vous êtes professeur des écoles, donc vous aussi, vous travaillez, j'imagine, avec des AESH quand il y en a. Parce que la problématique, c'est que pour à peu près 430 000 enfants en situation de handicap, il y a 130 000, il me semble, AESH aujourd'hui, sachant qu'il y a eu davantage d'AESH qui ont été proposés, mais on est en phase descendante dans le nombre. Donc là, 2000 AESH supplémentaires, mais toujours des conditions précaires de travail. C'est toute la difficulté en fait. Il y a 2 difficultés. Il y a la précarité de l'emploi, le fait que ça soit pas très bien rémunéré, pas très bien reconnu, qu'il n'y ait pas vraiment de formation. Enfin, il n'y a pas de formation initiale ou de formation réelle en cours d'exercice de l'activité professionnelle. Et puis la deuxième difficulté aussi, c'est... Pourtant, il y a un programme national de formation. Il y a un programme de formation, mais après, on voit bien que sur les publics qui sont accompagnés, les élèves, ils ont chaque
chacun des profils différents. Il y a différents types de handicap. Donc la formation n'est pas pédagogique, n'est pas bonne. Il y aurait besoin d'avoir une formation continue qui soit importante et une formation initiale aussi qui soit très importante. Et pour les enseignants et enseignantes, c'est le même sujet, c'est-à-dire il y a un élément de formation qui est indispensable pour pouvoir être en capacité de mieux accompagner les élèves qui entrent dans le cadre de l'école inclusive. Mais pour en revenir aux AESH, c'est évident que la difficulté de trouver des personnes tient aussi aux conditions dans lesquelles on les fait exercer. Je pense en particulier aux AESH mutualisés qui sont sans cesse répartis d'un élève entre d'autres différents élèves, avec parfois des réaffectations au jour le jour sans qu'on leur demande leur avis. Et puis sur le fait que, comme on essaie de répartir une forme de pénurie, on respecte à la fois pas les notifications qui ont été faites par les MDPH en termes de volume d'accompagnement pour les élèves, et en même temps on se retrouve à avoir des AESH qui suivent plusieurs élèves en même temps, parfois sur plusieurs écoles ou établissements en même temps, ce qui ne fait que rendre encore plus compliqué l'exercice de leur métier. C'est le cas d'ailleurs la plupart des AESH. Aujourd'hui, il y a une petite avancée dans ce Targ-l'État, et je vais vous demander de réagir, Sébastien Le Goff. L'État prend désormais en charge l'accompagnement sur la pause méridienne de ces fameuses AESH. Je dis fameuses parce qu'elles sont 98% à être des femmes aujourd'hui. Et donc, je me pose la question de savoir si c'est dérisoire ou pas, cette prise en charge de la pause méridienne, ou vraiment ça compte. Je pense que rien n'est dérisoire. Je pense que de là à dire que ça compte... Ça va motiver les AESH à reprendre le métier, à revenir? Je ne pense pas. De là à dire que c'est dérisoire, non, c'est toujours des petites avancées. Pour autant, je ne suis pas sûr que ça va motiver les AESH à revenir. Je pense qu'en matière de lien, il y a les AESH d'un côté et puis il y a tout le lien avec le médico-social. Et je pense que quand on parle de formation d'accompagnement des AESH, c'est plus suffisant actuellement. Pour toutes les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure en matière de formation de ça, mais je pense que le médico-social doit aussi être un vecteur qui pourra soutenir l'éducation nationale en tout cas. On parle des TND aussi, donc des troubles du neurodéveloppement. Il y a 75 nouveaux dispositifs pour les élèves qui sont atteints de troubles du neurodéveloppement. La création d'unités autisme. Et donc, j'aimerais vous poser cette question, savoir si ces mesures, est-ce qu'elles sont suffisantes pour répondre aux besoins? On a l'impression que 75 dispositifs, sans vraiment grand détail, on ne sait pas trop où ça mène. Pour le coup, la question de TND, elle est extrêmement complexe puisqu'elle est dans beaucoup de types de handicap. Donc déjà, il faudrait savoir de qui on parle. Les TND, c'est assez vaste. Et puis 75 dispositifs, on ne sait toujours pas de quoi on parle. Mais c'est ça, ouais. Quand on parle de dispositifs, derrière, on parle aussi de financement. Donc on ne sait pas comment c'est financé. Et puis quand on parle d'élèves qui ont des TND ou qu'on parle d'élèves qui sont en situation de handicap, on parle souvent de continuité. Aujourd'hui, ce qui permet la continuité dans les apprentissages, c'est les AESH, c'est le médico-social. Et aujourd'hui, ces 70 dispositifs, aujourd'hui, sont extrêmement... exposent vraiment une forme de rupture dans les accompagnements, en fait. On ne sait pas de quoi on parle et de qui on parle. Mais vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas informé, ce qui m'étonnerait, ou parce que justement la question se pose, c'est-à-dire que est-ce que l'État, encore une fois, a pris des dispositions qui sont des dispositions un peu pour des couches pour pouvoir calmer tout le monde, ou est-ce qu'il y a une réelle volonté de faire changer les choses? Je pense qu'il y a une volonté de faire changer les choses. Après, il faut savoir qu'on est dans le plan de 50 000 solutions qui a été voté, qui a été annoncé par Monsieur le Président. Pour autant, dans les 50 000 solutions, on attend vraiment un déploiement effectif. Une des solutions les plus importantes, c'était les fauteuils roulants gratuits. Pour autant, maintenant, on a des plans pour les personnes TND, pour les personnes polyhandicapées. Pour autant, on ne sait toujours pas de qui l'on parle, quels sont les besoins, quelles sont les évaluations des besoins, et ça va être très compliqué. Et puis, bien sûr, les disparités territoriales qui sont absolument énormes. Un petit mot là-dessus, Jean-Marc. Alors après, dans ces dispositifs, il y a par exemple les UMA, c'est quand même des unités d'enseignement maternel autiste qui sont importantes parce que c'est à la fois un moyen de scolariser ces enfants et souvent c'est aussi pour les collègues qui sont dans les écoles où elles sont implantées, c'est une ressource importante aussi de pouvoir échanger pour le coup avec des professionnels qui, eux, ont des compétences particulières. Enfin, c'est aussi ça, le fait de pouvoir intégrer des structures hyper spécialisées, entre guillemets, dans le cadre de l'école, c'est aussi à la fois un moyen d'avoir des ressources disponibles, parce que forcément, l'objectif, c'est bien que ça ne fonctionne pas en tuyau d'orgue, et puis que ces dispositifs soient parallèles, même s'ils sont physiquement présents sur le même lieu. C'est les échanges qui se font ensuite entre professionnels, qui peuvent aussi être très importants pour l'ensemble des élèves, en fait, parce qu'il y a les élèves qui sont scolarisés dans la structure ou qui sont pris en charge
charge dans le cadre d'un dispositif d'inclusion, mais il y a tout ce que les professionnels qui sont liés à ce dispositif peuvent apporter aux autres collègues de l'école ou de l'établissement scolaire par les échanges qu'ils peuvent avoir avec leurs collègues, entre collègues et entre professionnels. C'est ça qui est nouveau finalement, c'est tout ce qui va vraiment intégrer les établissements. Les dispositifs médico-sociaux dont on a parlé, qui sont d'un coup intégrés directement au sein des établissements scolaires, c'est ces personnes dont on peut effectivement faire appel, à qui on peut faire appel pour travailler avec les professeurs des écoles ou les professeurs des collèges et des lycées. Est-ce que ça, réellement, ça va être fluide dans le quotidien ? Dans l'idéal, il faudrait que ce le soit, mais après, il y a des problèmes de structure, d'infrastructure. Il faut des locaux. Il y avait dans les éléments qui avaient été mis en place à l'époque du lancement de l'acte 2 de l'école inclusive, avec notamment sous la poussée entre guillemets du ministre Pape Ndiaye, il y avait l'idée aussi d'avoir des IME implantés entre guillemets dans des établissements scolaires, toujours pour cette idée comme ça d'avoir une forme de proximité entre des établissements très spécialisés et puis de favoriser aussi à la fois des interactions entre des professionnels, mais aussi de permettre des allers-retours entre des structures aussi. Je pense que ça, c'est aussi un élément qu'on évoque pratiquement jamais, mais qui pourrait aussi être intéressant. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des élèves qui sont dans des établissements médico-sociaux, il y a des élèves qui sont dans les milieux, dans les écoles ou les établissements dits ordinaires. Mais comment on pourrait arriver aussi à avoir une forme de fluidité entre les deux structures et qu'on ne soit pas soit uniquement dans l'un, soit uniquement dans l'autre, ou qu'on puisse avoir des formes de mobilité, parce que en fonction il y a aucun enfant en situation de handicap n'a forcément une situation qui n'évolue pas au cours de sa scolarité ou de son parcours. Merci. Comment est-ce qu'on peut essayer d'articuler toutes ces compétences dans l'intérêt des élèves? Toutes les questions qu'on se pose. Je suis désolée, on a plus de temps malheureusement, mais en tout cas c'est fort intéressant de pouvoir échanger avec vous et de se réfléchir à la question de l'inclusion totale que souhaite le président ainsi que le gouvernement depuis un certain moment maintenant, même depuis la première présidence d'Emmanuel Macron. Donc on espère que ça évolue encore positivement. Merci à vous deux. Sébastien Le Goff, vice-président du groupe Polyhandicap France et directeur de l'asso Les Tout-Petits, et puis Jean-Marc Marx, le secrétaire national de la CFDT, Éducation, Formation, Recherche publique, en charge du dossier de l'école inclusive. Merci. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation, voilà une toute nouvelle idée, toute belle, toute neuve, grâce aux cofondateurs de Ikiro, Céline et Pierre Loriou. Bonjour. Bonjour. Être avec nous dans le grand JT, vous avez donc fondé tous les deux Ikiro, la boîte au trésor, et aussi un kit le premier kit donc Ikiro qui permet de, vous allez le dire vous-même, de lire une aventure avec Mia Tao et Joko. Comment s'est née cette idée ? Eh bien, c'est né, nous sommes parents et nous étions avec d'autres parents en se disant qu'est-ce qui pourrait aider des parents justement sur l'éducation, la parentalité, pour être mieux accompagnés. Et du coup, avec cette communauté de parents qu'on a construit, qui a grandi petit à petit, eh bien, nous avons pensé des supports en se disant tiens, ça pourrait être sympa de faire ce genre de support. Et sont nés les kits Ikiro, les kits éducatifs. Alors les kits éducatifs, effectivement, souvent l'idée c'est d'explorer par soi-même, de co-créer aussi avec ses parents, ses frères et sœurs, ses camarades. Il y a donc à la fois une boîte au trésor que j'ai là sous les yeux, et aussi un autre kit qui s'appelle « Comment avoir plus confiance en soi ». C'est un des objectifs finalement de Ikiro. L'objectif d'Ikiro, c'est que les enfants, en fait, au travers des aventures, vont découvrir leur trésor intérieur, les trésors de la vie. On est parti sur l'idée des trésors de la vie, et c'est pour ça qu'il y a une boîte à trésors, avec la belle boîte à trésors Ikiro, que l'enfant doit monter lui-même. Et dedans, il va collectionner tous les trésors de la vie, alors là sous forme d'étoiles, mais il met aussi ses petites aventures, etc. Et il a même au fond de la boîte à trésors son petit journal intime sur lequel il va pouvoir mettre des éléments.
Donc on a tout basé sur les trésors de la vie, les trésors intérieurs. Et en fait, dans la bande dessinée, dans chaque kit, l'enfant va découvrir quelque chose d'important pour sa vie. Par exemple, le premier, il est sur la confiance en soi. On va en avoir un autre après sur la gestion du stress, sur la gestion des écrans, sur comment avoir le bonheur, voilà, plein de thèmes sur les trésors intérieurs. Alors, cette bande dessinée, justement, Céline, dites-nous un petit mot dessus, effectivement, à la recherche de la confiance en soi, ce qui est vraiment très important, bien entendu, pour nos enfants. Un thème qui fait appel à plusieurs choses, à la fois le rapport de soi avec soi, celui avec les autres et celui avec les parents. On arrive à co-construire, c'est-à-dire que, par exemple, il y a ici une page qui s'appelle « Qui suis-je » C'est pas évident de se décrire, hein, de savoir parler de soi. Donc on dit, on dit que c'est une BD participative, c'est-à-dire que l'enfant est en fait acteur au cours de cette BD. Il va découvrir une aventure avec Mia, Tao et Choco. Et au cours de cette aventure, il va découvrir notamment une vidéo qui met en scène un enfant qui n'a pas confiance en lui. C'est Merlin qui ne sait pas mettre la tête sous l'eau. Et tout au long de l'aventure, Mia, Tao et Joko et le lecteur va découvrir des trésors pour que l'enfant puisse acquérir plus confiance en lui. Et notamment au travers d'activités comme le « Qui suis-je » en effet, qui permet de mieux se connaître au travers de ses forces et ses faiblesses. Il aura peut-être besoin justement de la participation de ses parents pour pouvoir répondre à ces questions. Voilà. La participation. Et tout au cours. Oui, je vous en prie, allez-y, tout au cours. Oui, après, il aura à découvrir aussi un bricolage à réaliser qui lui permettra de mettre en œuvre aussi sa confiance en lui au travers du tiroir des messages qui font du bien. Voilà, et qui est à mettre en œuvre au sein de la famille. Les messages qui font du bien, justement, j'ai une petite affiche sous les yeux qui est assez chouette. Les mots sont pas toujours évidents à dire, pourtant nombre de parents, évidemment, les ressentent, les pensent, mais le fameux « je crois en toi »,« je suis fier de toi »,« tu n'es pas tout seul »,« ton avis est toujours intéressant », tous ces mots-là, c'est important aussi de faire un rappel aux parents. Oui, tout à fait. Ce sont des paroles qui peuvent paraître tout à fait banales, mais qui sont très importantes à dire, simplement avec beaucoup d'authenticité et de sincérité à son enfant. Et c'est très, très porteur. C'est ce que l'on a travaillé en fait avec les parents autour d'un atelier et avec aussi les apports d'une expert de la psychologue Aurélie Calais, qui nous aide beaucoup en fait par ses conseils à mettre en œuvre justement des astuces auprès des parents. Alors on imagine très bien effectivement à quoi cela pourrait correspondre en famille. On est aussi sur School TV axé bien entendu sur ce qui se passe à l'école. Est-ce que ces kits peuvent fonctionner aussi dans une classe ? Alors, dans une classe, ça pourrait. Pour l'instant, on n'a pas pensé pour la classe, mais la classe pourrait avoir sa boîte à trésors, pourrait avoir ses BD, etc. Il y a quand même quelque chose de personnel pour l'enfant avec la boîte à trésors. Donc, avec les écoles, on imagine plutôt un lien, de co-mission, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une mission d'éducation aussi. Et là, ça pourrait être complémentaire avec les familles. C'est-à-dire que vivre des choses en famille, et puis après, à l'école, relire ça en se disant mais qu'est-ce qui se passe dans la classe, comment par exemple la notion de la confiance en soi. Il y a un petit exemple en vidéo, par exemple, pour réciter la poésie ou autre, c'est pas facile, la confiance en soi. Et bien là, il pourrait reprendre ces éléments-là vécus éventuellement en famille pour se dire, dans la classe, comment ça se joue, quoi. Donc des choses peuvent être reprises, mais on imagine effectivement, sans doute, à l'avenir, quelque chose pour la classe, parce que beaucoup de choses de ce qu'on a fait se jouent bien sûr dans la classe. Tout comme cette boîte à messages, évidemment, j'y ai pensé bien entendu pour l'école et pour tous les petits mots qu'on peut y glisser, notamment dans le cadre du harcèlement. Vous savez, ça a été beaucoup pensé avec les papillons ou d'autres, avec des messages qu'on pouvait glisser lorsqu'on avait quelque chose délivré ou peut-être quelque part entre guillemets à dénoncer ou qu'on avait vu. Est-ce que ça pourra peut-être aider aussi certains enfants, vous le pensez, à se livrer ?
Oui, forcément, même là déjà, même dans la famille, hein, quand on parle de certaines situations ou qu'on donne certains exemples, je pense par exemple au thème de l'amitié, comment être un bon ami. Il y a une bande dessinée sur ça. Eh bien, en fait, on peut déceler, enfin l'enfant va être amené à déceler, les amitiés qu'il vit, au quotidien et notamment on zoome sur les amitiés éventuellement toxiques, les relations toxiques et de voir un enfant pourrait reconnaître à ce moment-là que bah, son ami, finalement, il le laisse pas si libre que ça, il exige des choses ou autre, et on invite l'enfant à aller le dire à une personne de confiance, de façon à ce qu'il se libère peut-être de cette relation toxique. Donc ça peut, et avec d'autres sujets, effectivement, possibles dans la classe, hein, ça c'est sûr. On cherche aussi beaucoup à s'éloigner des écrans, à faire en sorte que les enfants voient autre chose, donc à travers les jeux, les livres. Là, c'est un bon compromis, en fait, un système éducatif ludique. Tout à fait, il y a différents supports en fait et la vidéo, elle permet en fait vraiment d'incarner le problème, c'est-à-dire que l'enfant peut s'identifier plus facilement quand il voit un autre enfant, à l'image. Mais en tout cas, on a donné la possibilité aussi de choisir entre la vidéo et l'audio. Donc l'enfant est libre de choisir le support qu'il le souhaite et la vidéo n'est pas non plus, ne prend pas un temps énorme. Il y a 4 minutes de vidéo uniquement et le reste de la lecture et de l'activité manuelle en fait, hein. Voilà et puis pour le coup, eh bien, il y a un sujet sur, comment gérer le temps des écrans et du coup, là, l'enfant Mmh. va comprendre qu'il y a l'utilisation intelligente des écrans, Mmh. raisonnée, qui servent justement à l'éducation, à la pédagogie et Mmh. ça, c'est top, quoi. On s'est beaucoup posé la question aussi avec la communauté de parents parce qu'on expérimente chaque kit en fait et on leur a posé la question sur le temps de la vidéo et ça pour l'ensemble, les enfants et les parents étaient satisfaits de cette proposition-là. Donc le bricolage, la BD participative, le dépliant, bref, que des outils éducatifs qui permettent aux enfants, aux parents et à la future communauté éducative aussi enseignante de pouvoir communiquer autrement, jouer autrement, apprendre autrement avec les enfants grâce donc à Ikiro, ce nouveau concept tout beau, tout neuf qui date d'il y a un mois. Merci beaucoup Céline Loriou ainsi que Pierre Loriou, cofondateur donc tous les deux de Ikiro d'avoir été dans le Grand JT avec nous. Merci. On va tout de suite se retrouver Emma pour sa chronique. Dans votre chronique, Emma, vous nous emmenez en Italie aujourd'hui où le procès des enfants de la forêt interroge les citoyens. Oui, rendez-vous au tribunal des Abruzzes dans le centre-sud de l'Italie où se tient le procès d'un couple britannique-australien, Nathan Trevelyan et Catherine Birmingham. Ils sont tous les deux accusés de contrevenir aux droits de l'enfant parce qu'ils auraient isolé les leurs de la société. Or, le droit à la vie en société est l'un des points de la Convention des droits de l'enfant. Alors, petit retour en arrière avant que le mode de vie de cette famille ne pose problème. De quoi on parle ? Eh bien, on parle d'une famille donc a 3 enfants qui vivent isolés dans une maison dans les bois, dans la forêt situant juste à côté de la ville de Palmoli. Et cette famille, donc, dans cette maison, elle vit sans toilette, elle cultive pour se procurer à manger, elle récupère l'eau de pluie, les parents ne travaillent pas et les enfants ne vont pas non plus à l'école. Le couple a revendiqué la visite ponctuelle de professeurs à domicile et des visites des enfants de la ville à des amis, ville qui se situe juste à côté, un mode de vie qui est donc volontairement retiré et qui peut paraître un peu particulier. Alors, outre le plan philosophique, si on en parle, c'est que ça pose un souci quand même. Hein. Oui, forcément. L'année dernière, les enfants du couple ont été hospitalisés pour intoxication alimentaire après avoir mangé évidemment des champignons. Et de là, une enquête a été ouverte. Les forces de l'ordre, elles ont effectué un contrôle chez eux et elles ont découvert le mode de vie du foyer. Et de là, c'est un effet boule de neige en fait. Ce mode de vie avec isolement volontaire serait donc contraire à la Convention des droits de l'enfant, notamment parce que les parents s'opposent aux visites médicales. Ça, c'est un point essentiel. Et l'entrave à la vie en société, c'est elle qui a été amenée jusqu'au tribunal des Abruzzes, qui a demandé à retirer aux parents provisoirement leur autorité parentale. C'est un cas extrêmement rare. Et il faudrait placer donc les enfants dans des foyers pour le moment. Cette décision, en fait, elle est devenue virale en Italie et elle fait maintenant les gros titres puisqu'elle questionne la parentalité en elle-même, mais aussi tous les choix qu'une vie de famille peut faire. Alors, sans adhérer à ce mode de vie, les différents partis politiques, Emma, et partis, enfin les éditorialistes aussi, se sont bel et bien affrontés sur le cas de cette famille des Bois, notamment à travers des colonnes de la presse. Ben oui, d'un côté, il y a le gouvernement, évidemment, de Giorgia Meloni et la Ligue de Matteo Salvini qui trouvent cette décision de justice
honteuse. Il faut rappeler qu'on est en Italie aussi et que la famille qui reste unie, c'est des valeurs cardinales. Mais paradoxalement, du même côté que le gouvernement d'extrême droite, il y a aussi la gauche qui s'est émue de l'affaire. Certes, aucun d'entre nous ne choisirait un tel style de vie pour ses enfants, conscient de ses limites et des perspectives dont les enfants seraient privés. Mais de là à justifier un éloignement improvisé avec les modalités d'une opération de police, il y a un monde, voilà ce que dit le titre Il Giornale, ou encore, là pour le coup, toujours à gauche avec un ton plus ironique, le journal La Repubblica. Ils vivaient avec les renards au lieu d'êtres humains. Ils n'avaient pas la télé, pas d'iPhone, pas Netflix. Peut-être qu'ils ne se lavaient pas beaucoup. Une parfaite négligence. Mieux vaut donc les placer dans un foyer. Là-bas, les foyers ont la même réputation que chez nous, on le précise. Le média romain Domani, lui de son côté, donc de l'autre côté, fustige l'égoïsme des parents qui imposent leur choix de vie à leurs enfants. La parenté ne peut pas être conçue comme une propriété pour cette même raison qui fait qu'aucun être humain ne peut disposer d'un autre. Les enfants sont des morceaux de notre cœur, certes, mais ils ne nous appartiennent pas. En bref, voilà, pour la justice italienne, c'est un cas d'école. Derrière donc tout cela, c'est toute une philosophie qui s'affiche, celle de vouloir préserver ou du moins écarter ces enfants de la société telle qu'elle est, Emma. Oui, c'est ça, c'est une forme de retour aux sources, à revenir à l'état naturel de l'homme, ce genre de philosophie. C'est aussi une école de pensée qui consisterait à empêcher que ces enfants ne soient aliénés par la société d'aujourd'hui. Est-ce que ça vous fait penser à une œuvre d'art, par exemple un film ? Ça ne vient pas à l'esprit comme ça. Ça fait penser pourtant à Captain Fantastic, un film qui est sorti il y a une dizaine d'années avec Viggo Mortensen, peut-être que ça on s'en souvient un peu plus, et dedans il campe le rôle d'un père qui décide de vivre dans la forêt avec ses enfants et justement il préfère les élever selon ses propres valeurs plutôt que celles de la société en général. On va regarder un peu de la bande-annonce pour se rafraîchir les idées. On a créé une chose probablement unique dans toute l'histoire de l'humanité. On court jusqu'en haut. On a créé un paradis sur Terre. C'est incroyable ce qu'on est en train d'accomplir. Les enfants sont merveilleux. Elle me manque, maman. Il faut que maman reste à l'hôpital pour l'instant. Comment elle va? On est une famille. Leslie était malade. Je ne sais pas où tu es, mais reste ici. Si je te vois, j'appelle la police. Ils veulent pas de nous à l'enterrement. On doit obéir. On veut voir notre maman. Grand-père nous opprime, il n'a pas le droit. Cette fois-ci, c'est votre baptême du feu. Mettez votre entraînement à profit. Ils ont des hot dogs. C'est quoi, du cola? Du poison en bouteille. Eh bien, en tout cas, je suis très heureuse que notre famille soit réunie. C'est que du bio et du local. Les poulets, tu les as tués avec quoi? Une hache ou un couteau? Je suis allée à la boucherie et j'ai acheté les poulets sur une... Ils étaient déjà morts. Les enfants ont besoin d'un cadre, d'aller à l'école, suivre de vrais cours. Dites donc, les tourtereaux, j'espère que vous n'étiez pas en train de faire ce que je crois que vous étiez en train de faire. Votre fille m'a appris bien des choses ce soir. Veux-tu m'épouser? Si ça sort pas d'un bouquin, j'y connais rien. Même s'ils survivent à tout ce que tu leur fais subir, ils finiront par être totalement incapables de s'adapter au monde réel. Figurez-vous que moi je pense exactement le contraire. C'est de la maltraitance. Vous avez failli me toucher. Si j'avais voulu te toucher, je t'aurais touché. Bonjour, grand-père. Abby et moi, nous avons décidé de demander la garde des enfants. Tu crois qu'ils te retireront notre garde? C'est bien possible. Nos enfants seront des philosophes rois. Et cela me procure un bonheur indescriptible. Voilà, évidemment, dans ce film, comme pour le couple dont on est en train de parler, rien ne se passe comme prévu. Et c'est toujours cette idée de faire bande à part qui est aussi au cœur du très beau roman que je ne saurais que trop vous conseiller. Ça s'appelle « Nous sommes l'étincelle » de l'auteur Vincent Villeminot. Et on voit donc entre le cinéma et la littérature, c'est un thème qui agite les hommes et l'art depuis longtemps et qui pose in fine la question « Jusqu'où peut-on essayer de préserver nos enfants de la société sans que cela ne les affecte ?» Voilà, c'est un peu philosophique, une question que des parents, de façon plus pratique, se posent chaque jour quant aux réseaux sociaux, à la consommation ou encore au lieu de vie et aux fréquentations. Donc peut-être que cette décision de justice en Italie, c'est que le reflet de l'extrême dégoût que le monde actuel peut produire sur nous. Merci pour cette jolie chronique, Emma. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap.
transforme vraiment l'école en profondeur ou est-ce que ça agit seulement à la marge? Je pense aux associations, aux dispositifs municipaux, évidemment aux familles, à la médecine, tout ça. Alors ça dépend sur quoi. Ça dépend sur quoi. Sur, on dira, la tâche scolaire, sur la question des apprentissages, et je crois que c'est très très important de le dire, l'école, c'est ça son premier travail. C'est quelque chose qui est organisé sur les modalités, la manière avec laquelle on apprend, selon aussi des standards particuliers qui évoluent dans le temps. On apprend certaines choses, on n'en apprend pas d'autres, c'est ce qu'on appelle les curriculums, les programmes. C'est pas un détail, parce que c'est aussi ce qui fait nation, ce qui fait culture commune. Ça, c'est vraiment ça le travail de l'école. Sauf que en s'élargissant l'école, parce que du point de vue historique, ça fait 50 ans que l'école s'adresse à tous. 50 ans à l'échelle historique, c'est ridiculement neuf. Pour nous, c'est un peu plus signifiant, mais à l'échelle historique, c'est très très neuf. Donc depuis que l'école s'adresse à tout le monde, eh bien, la manière avec laquelle ces contenus, ces apprentissages se transmettent, se travaillent, a considérablement évolué. Donc sur l'aspect des tâches d'apprentissage, vraiment, ça reste très centré sur l'école. Sur les tâches éducatives, donc tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'apprentissage scolaire, je vais le dire comme ça, on a vu s'élargir beaucoup le champ, y compris parce qu'il y a eu une classe d'âge qui était à l'école, avant elle n'y était pas. Maintenant, en gros, de 3 à 18 ans, l'immense majorité des élèves est à l'école, mais aussi à côté de l'école pour faire d'autres tâches éducatives. Quelles ont été les initiatives déployées pour lutter justement contre le harcèlement scolaire dans la ville d'Évreux? Le harcèlement, c'est un mal absolu pour nos enfants, qui conduisent à des drames. On en a quelques-uns en tête, bien malheureusement. Et à Évreux, on est attentif, en particulier à la manière dont les écrans sont utilisés, parce qu'ils peuvent très vite et très rapidement générer sur des phénomènes de violence collective et d'acharnement auprès d'élèves vulnérables, d'élèves fragiles. Et donc on est très attentif et sur les opérations que l'on porte, on essaye, dans la mesure du possible, de former l'ensemble du personnel enseignant, des éducateurs, des animateurs, sur les dangers liés à l'addiction aux écrans. Et la manière dont les écrans doivent être utilisés dans une dimension pédagogique et jamais dans une dimension dans des objectifs de moquerie. Et donc, on a à cœur de former l'ensemble de celles et ceux qui sont au contact des élèves au quotidien, que ce soit à l'école élémentaire, que ce soit aussi au collège. Moi, je souligne également l'opération portée par le collège Marcel Pagnol à côté d'Évreux, pardon, je le cite. Ma fille y est aussi scolarisée. Où est-ce que on récupère l'ensemble des écrans à l'entrée de l'établissement. Vous savez, c'est l'une des mesures nouvelles que le gouvernement avait annoncées. Et donc, le collège Marcel Pagnol en fait l'expérimentation. Malgré le désaccord des gamins, ça fonctionne, oui. Parce qu'ils sont tenus de déposer leur smartphone et leurs écrans à l'entrée de l'établissement. Sur le harcèlement, il y a un impact direct observé. Vous savez, je pense que les phénomènes de harcèlement se font, s'ils se font aussi à l'extérieur de l'école, ils se font aussi dans l'école. J'assiste au conseil de classe. Quand vous êtes élu local, vous assistez au conseil d'école, pas au conseil de classe, mais au conseil d'école en tout cas. Et pas régulièrement, mais de manière assez occasionnelle, on vous remonte des cas qui, pendant les heures d'école, les cours de récréation, pendant les permanences, etc., les smartphones sont utilisés pour dénigrer, pour moquer, etc. Je pense que si on peut faire l'économie d'utiliser les écrans sur toute la période, qui est quand même une sacrée plage horaire, quoi. Entre 8h30 le matin jusqu'à 17h ou 17h30 le soir, si on peut faire l'économie de leur donner leurs écrans pour une utilisation qui ne serait pas une utilisation inadéquate, moi ça me va bien. Donc ça, oui, ça fonctionne bien. Et il faut, à mon avis, généraliser l'expérimentation, mais on en fera l'évaluation. Séverine de Sadler, fondatrice de Ama la girafe. Alors très simplement, pour commencer, Séverine, vous pouvez peut-être commencer par nous présenter qui est Ama que l'on voit à l'écran. Avec grand plaisir. Donc Ama, comme vous pouvez le voir, est une peluche girafe qui est la mascotte en fait des différentes classes avec lesquelles on travaille. Donc on travaille aujourd'hui avec 600 écoles à travers le monde francophone, autant la France, la Belgique, tous les pays d'Europe francophone que l'Afrique francophone et aussi le Canada. Et l'objectif, c'est que cette petite mascotte, dans chacune des classes, crée du lien de manière symbolique avec les autres classes avec lesquelles ils sont en contact. Et on établit en fait du lien
entre 5 classes sur une plateforme digitale. Et sur cette plateforme, ils peuvent s'échanger des aventures, donc des petits reportages photos et vidéos de leurs activités du quotidien, mais aussi de projets d'école sur lesquels ils travaillent ou de pratiques de classe dont ils sont fiers. Et donc, c'est une façon pour les élèves de se rendre compte que le monde est vaste et multiple et qu'il n'y a pas qu'une façon de vivre l'école. Parmi les nouveautés dont vous racontez l'avènement, il y a le fait que les pratiques sociales des jeunes sont complètement rentrées dans la sociologie, des pratiques juvéniles en dehors de l'école, qui ne sont pas qu'une affaire en dehors de l'école, parce qu'en fait, ça impacte, ça a un effet sur la notion d'apprentissage. Oui, on peut parler par exemple des pratiques juvéniles autour du numérique, qui est un peu incontournable aujourd'hui, que les sociologues regardent de très près et qu'ils essayent de regarder, et je pense que c'est ça la contribution de la sociologie, au-delà des discours de sens commun ou des prérequis sur ces questions. Vous savez, ces discours un peu catastrophistes. Les jeunes aujourd'hui ne sont que dans le numérique, ils ne font rien sans le numérique. Bon, il faut aller voir un petit peu plus près comment tout ça reconfigure des choses. Je prends un exemple des collègues qui travaillent sur le crush. Je pense à Christine Détré, par exemple, sur cette question de l'amour. On avait accueilli sur le crush, c'était passionnant. Voilà, sur l'amour à l'ère du numérique. Ouais. Bon, est-ce que l'amour est si différent de celui de ma génération ou de celle d'avant? Pas sûr. Par contre, la manière avec laquelle tout ça est décliné change, évolue, et c'est important de le savoir, de le pointer, et c'est ça le travail du sociologue, y compris pour permettre de mieux comprendre ce qu'est cette nouvelle génération et pas être juste dans un discours catastrophiste qui passe, à mon avis, à côté du sujet. Quel rôle joue le sport dans vos actions auprès des jeunes? C'est un exutoire, le sport. Vous voyez, le premier mot qui me vient de façon tout à fait spontanée, c'est un exutoire et il est absolument nécessaire. On met le paquet aussi sur les activités sportives au titre de la réussite éducative. On a même à Évreux, ce qui est assez novateur, demandé aux bailleurs sociaux de financer pour les élèves les plus vulnérables, en tout cas pour les foyers les plus vulnérables, le passeport, l'activité UNSS pour les gamins. C'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas les moyens aujourd'hui, eh bien, ce sont les bailleurs sociaux, ce qui est assez exceptionnel, qui prennent en charge l'activité sportive de nos enfants. Et au titre de la cité éducative, vous voyez, par exemple, tous les ans, on fait deux choses. Un, c'est qu'on réunit tous les gamins sur les équipements sportifs. On a une grande journée où est-ce qu'on décompartimente et on fait en sorte. C'est la seule, et c'est grâce à la cité éducative. On a tous les gamins qui sont avec leurs professeurs de sport de toutes les écoles, élémentaires et les collèges, qui se retrouvent sur un grand terrain de jeu pour une journée entière dédiée à l'activité sportive. Et puis on a une deuxième opération aussi qui est en début d'année scolaire où est-ce qu'on finance 4-5 opérateurs associatifs. Ça peut être le judo, ça peut être le karaté, ça peut être le football, etc. Et ils sont pendant le temps scolaire une demi-journée dédiés pour présenter leurs activités et donner envie aux enfants de prendre une licence. Et alors la plupart des jeunes à Évreux sont inscrits dans un club ? Ils sont très nombreux, vous savez, Évreux, alors vous ne le savez pas, je vais vous le dire, mais Évreux est une terre de champions. Ma chère Alix, nous avons la chance d'avoir le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, qui vient d'Évreux. Oui, vous avez d'ailleurs une photo avec son meilleur ami... Le meilleur ami d'Ousmane Dembélé. Ouais, j'ai même une photo avec le Ballon d'Or que je porte sur BFM TV et que j'embrasse. Et d'ailleurs, c'est Moustapha Diatta que vous voyez là à l'écran qui me dit « Rends le ballon, Driss, rends le ballon ». Je l'avais vraiment à la main, je l'ai grippé, j'avais pas vraiment envie de le rendre. Mais vous avez Ousmane Dembélé, mais pas seulement. Vous avez Dayot Upamecano qui joue également avec le Bayern de Munich et l'équipe de France. Vous avez Mathieu Bodmer. Vous avez plein de gens. Enfin, aujourd'hui, Évreux, on a une vraie terre de talent et pas seulement pour le football. J'aurais pu vous citer d'autres champions sur d'autres activités sportives. Mais le sport est un facteur d'émancipation, oui, absolument. Ouais. On parle d'une correspondance digitale pour AMA. En quoi est-ce que c'est différent et qu'est-ce que ça apporte de différent et peut-être de mieux vis-à-vis des correspondances d'autrefois qui se faisaient par lettres manuscrites ? Donc c'était tout à fait compliqué, voire impossible, de créer cette communauté d'école sans passer par un outil digital. Donc pour réunir des enfants qui vivent au Burundi, qui peuvent vivre en Belgique, qui vivent au Canada, il faut passer par cet outil pour qu'ils puissent réellement visionner les reportages les uns des autres, se rendre compte de leur réalité à l'école. Et donc en l'espace de quelques secondes, via des échanges de photos et de vidéos, on se retrouve parfois plongé en tant que petit élève français ou belge dans une école ou une cour de récréation au Burundi ou au Niger. Et c'est ça qui rend toute la magie de l'outil, en fait. Et alors, pourquoi entre des classes francophones ? Parce que finalement, moi, j'ai le souvenir que les correspondants, ça pouvait être aussi des correspondants étrangers, donc dans une autre langue. Vous êtes resté sur le français. Est-ce qu'il y a une raison ?
Donc là, il y a plusieurs raisons. La première, c'est pour remettre aussi le français à l'honneur. Et il y a énormément de pays dans lesquels on parle le français. Donc l'idée, c'est de créer déjà du lien entre tous ces pays-là. La deuxième, c'est pour vraiment tester le modèle avant de commencer à tout traduire, autant l'outil digital que les différents supports qu'on donne dans les classes, en anglais, en néerlandais. Donc c'est vraiment pour procéder aussi étape par étape. Mais tout d'abord pour rassembler tous ces pays dans lesquels on parle déjà notre magnifique langue et autant la mettre à l'honneur aussi de temps en temps. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie. Aujourd'hui à la réalisation, Angel Henrirar, il aime bien qu'on l'appelle comme ça. Au son, Thibaut Gorillafont, le maquillage, Emma Razafandra Lambeau et Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous et à demain. Ciao.